Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie d'Anthony Glénoir, qui est professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, co-directeur du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, directeur de la revue Mémoire du livre Studies in Book Culture et nouvellement membre de la Société royale du Canada. Félicitations pour cette nomination, Anthony. Et merci d'être avec nous pour parler de ta plus récente publication qu'on a juste ici, Les classiques littéraires, Introduction à une sociologie, qui vient tout juste de paraître aux presses de l'Université de Montréal dans la collection Espace littéraire. En tant que spécialiste de la sociologie du littéraire et de l'histoire de l'édition, tu as mené de nombreux projets de recherche, par exemple sur les figurations du personnel littéraire, sur les archives éditoriales et aussi sur la figure de l'éditeur. Mais depuis quelques années, tu t'intéresses plus précisément au phénomène des classiques littéraires, notamment dans le cadre de ton projet de recherche Les classiques pour tous, études socio-historiques des collections de classiques à bas prix de Didot à Wikisource. Donc, pourrais-tu nous partager la genèse de ce projet de recherche en nous parlant de ton impulsion pour t'intéresser à ce sujet? D'abord, merci Mylène, merci de me recevoir, merci de tes questions, de toute la préparation. Oui, certainement, ça remonte déjà assez loin en fait, parce que j'ai écrit il y a longtemps un livre qui s'appelait La littérature frénétique, qui portait sur ce que j'ai appelé l'illégitimation des femmes qui écrivaient des romans considérés comme de la littérature populaire au début du 19e siècle en France, et donc je m'intéressais déjà à cette époque-là à ces questions de légitimation. Puis ça a dormi un petit peu, si je puis dire, quand j'ai travaillé sur d'autres sujets. Puis rendons à César ce qui lui appartient, c'est José Vincent, notre chère directrice du département maintenant, qui à l'époque était encore la directrice du GRELC, qui m'a mis sur la piste des Great Books of the Western World, qui est une collection de livres très importante dans les années 60, 1960, et qui avait été traduit au Québec, et on a travaillé ensemble à un moment là-dessus, et j'ai commencé à tirer sur ce fil des collections de classiques destinées au grand public. Et plus je tirais sur ce fil, plus je m'y suis intéressé, commencé à monter une base de données sur tous ces sujets. Et de là, j'ai pensé à construire ce livre, ce petit livre de synthèse sur cette question des classiques, en me disant, plutôt que de plonger dans de l'histoire littéraire, de l'histoire éditoriale, on va tenter de proposer une synthèse à la fois théorique, historique et littéraire. Oui, petit livre, mais non moins complexe, parce que la question des classiques littéraires, c'est assez complexe à décortiquer. Là. On a tendance à les concevoir comme quelque chose de figé dans le temps, d'immuable, d'incontestable, mais dans ton livre, tu mets de l'avant aussi tout le processus social et idéologique qui fait naître les classiques. Tu montres à quel point cette question-là des classiques est non seulement artistique et littéraire, mais aussi beaucoup politique et identitaire. Pourrais-tu nous en dire plus sur la façon dont les classiques sont sélectionnés là, lors de ce fameux processus? Puis en quoi ce processus de sélection est-il politique? Il se produit ce que j'appelle le devenir classique. Certains livres, certains auteurs, certaines autrices plus rarement, parviennent, sans qu'elle l'ait nécessairement cherché, ou sans qu'ils mais parviennent à obtenir ce statut et à en bénéficier. À mon sens, il y a dans ce devenir classique, il y a trois mécanismes qui se mettent en place. Des mécanismes d'élection, des mécanismes de sélection et des mécanismes de prescription. Alors effectivement, par différentes interventions, différentes médiations, ces ouvrages, qu'ils soient lointains ou proches, que ce soit l'Odyssée d'Homère ou que ce soit Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, certains ouvrages et certains auteurs, par ces différentes médiations, font consensus à un moment. Pas pour ça qu'ils maintiennent ce consensus pour toujours, font consensus à un moment, sont élus et font partie des sélections. On en voit toujours fréquemment des sélections des 20 plus grands romans ou des 20 plus grands ce qu'on voudra depuis le début du 21e siècle ou du 20e siècle. C'est pas une pratique nouvelle. On fait la même chose quand on se demande quels sont les 5 livres qu'on prendrait sur une île déserte. C'est le même phénomène d'élection et de sélection. Mais ça a un effet sur les autres. Ça ne sont pas seulement des goûts personnels.
parce que quand des individus qui ont une autorité particulière, que ce soit des professeurs, que ce soit des responsables ministériels pour l'établissement de programmes scolaires ou des œuvres qu'on va mettre dans les manuels scolaires, tout ça a des conséquences, a des effets de prescription. Ce sont ces livres-là, ces œuvres-là, ces auteurs-là que l'on va proposer, voire que l'on va imposer comme la lecture qui est la plus recommandable à un moment donné. Oui, oui, c'est très important, en effet, le phénomène là, de prescription qui vient à la fin de ce processus-là. Il y a toute une partie de ton livre qui est consacrée à l'espace symbolique occupé par les classiques dans la société. Ça m'a vraiment fascinée là, de voir à quel point les classiques sont partout, sans qu'on s'en rende nécessairement compte, puis même pour des personnes qui connaissent absolument rien de l'œuvre en question, mais qui vont reconnaître les symboles qui y sont associés. Donc, tu parles d'exemples parlants comme l'adjectif sadique qui vient du marquis de Sade, ou encore le personnage de Don Juan qui s'est imposé comme un archétype du séducteur. Comment est-ce que tu expliques un tel glissement là, qui permet à l'œuvre classique d'exister au-delà du texte pour une foule de personnes là, qui, justement, ne sont pas familiers avec la littérature nécessairement? Alors effectivement, il y a des œuvres, des personnages, des situations. Pensons à l'île déserte, pensons à effectivement Don Juan, pensons au mythe d'Édipe. Édipe, après tout, c'est une œuvre littéraire au départ. Donc des personnages, des situations, des œuvres même qui ont tellement obtenu ce statut de classique de façon tellement universelle, en mettant des guillemets autour de ce terme d'universel, qu'ils entrent dans le langage courant, dans l'imaginaire collectif, jusqu'à constituer effectivement des mythes, des repères dont on a besoin ou qui nous permettent de nous situer. Quand on dit, et Judith Butler a encore utilisé ce terme il n'y a pas longtemps, pour décrire sa situation de juive qu'on traite d'antisémite dans l'actualité récente, elle faisait la référence à Kafka, mentionnant sa situation comme kafkaïenne. Et effectivement, à peu près tout le monde sait ce que ça veut dire kafkaïen, qu'on ait lu Kafka ou pas. Et donc ces œuvres ont suffisamment pénétré l'imaginaire collectif pour que leur lecture ne soit plus indispensable pour pouvoir y faire référence, parce qu'on sait suffisamment collectivement ce à quoi ça renvoie. Mais ça dit aussi à quel point effectivement des œuvres littéraires ou des éléments qui sont issus de ces œuvres littéraires ont pénétré jusqu'aux racines les plus profondes de nos identités culturelles. Oui, oui, puis à la fin de ton livre, là, dans le dernier chapitre, tu abordes justement des enjeux qui sont plus actuels. Là. On se questionne aussi beaucoup à savoir est-ce qu'il y a des œuvres d'aujourd'hui qui vont atteindre ce genre de statut-là que l'Odyssée ou Édipe a atteint. Donc, par exemple, tu soulèves la question du numérique qui a fait apparaître des nouvelles catégories d'intermédiaires, qui a bousculé un peu les façons de faire pour le processus d'élection et de sélection dont tu parlais plus tôt. Il y a aussi le phénomène BookTok qui existe, qui a un impact considérable sur le succès de certains livres, mais qui est un succès souvent très réduit dans le temps. J'aimerais que tu nous parles plus en profondeur là, des habitudes socio-numériques du 21e siècle, la façon dont ça va bousculer, ou ça a déjà bousculé notre rapport au classique. Ouais, c'est une vaste question. Quand dans la première phase d'écriture du livre, j'avais pas distingué la situation d'aujourd'hui du reste. Et puis au fur et à mesure des relectures, et grâce aux relectures dont j'ai bénéficié par des collègues, il est apparu qu'il fallait effectivement replacer les choses, parce que le devenir classique est un phénomène qui se produit toujours, qui probablement ne s'est jamais autant produit qu'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que... Et en même temps, nous n'avons plus exactement le rapport que nous avions ni aux œuvres littéraires, ni à ces œuvres littéraires-là. Donc, beaucoup d'œuvres littéraires qui faisaient référence jusqu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années, sont beaucoup moins connues du public d'aujourd'hui, en bonne partie parce qu'ils n'ont plus été lus à l'école, ils n'ont plus été imposés, et donc ils ne font plus consensus, ils ne font plus référence.
Et par ailleurs, effectivement, les habitudes numériques et les réseaux sociaux ont développé ce que j'appelle des bulles algorithmiques, enfin je ne suis pas le seul à parler de ça, dans lesquelles nous voyons essentiellement ce qui correspond à notre univers de référence, ou à des univers de référence proches, qui sont en réseau les uns avec les autres. Et donc, et les algorithmes ont tendance à renforcer ce sentiment d'identité entre soi-même et les comptes que l'on suit ou les amis que l'on s'est créés sur ces différents réseaux sociaux. Et donc il y a un effet de nivellement. Il y a, et en même temps, tout le monde peut avoir ses classiques. Chaque communauté va se doter d'œuvres ou d'individus qui vont faire modèle, qui vont faire référence. Donc le processus est toujours à l'œuvre, mais il y a de moins en moins de socles communs de référence que nous pourrions avoir. On le voit très bien avec... quand on est parent, ce qui est ton cas et le mien, avec nos enfants, plus ils grandissent, plus cette question-là se pose. Ouais, ben ça va être aussi une question à suivre dans le temps, là, de voir comment ça va évoluer. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Je vous rappelle que le livre « Les classiques littéraires, Introduction à une sociologie » vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal et est disponible depuis déjà quelques temps. Donc, merci beaucoup, Anthony. Merci.